Le Cerium confie la présidence de son conseil d'orientation à M. Bob Rae, figure bien connue de la scène politique et diplomatique canadienne. D'ailleurs, peu de voix au Canada incarnent aussi bien le lien entre la recherche universitaire et les relations internationales, et la mission du Cerium également, qui est de favoriser le développement des connaissances sur les enjeux du monde. Merci, M. Rae, d'être avec nous aujourd'hui. Grand plaisir de vous parler, avec beaucoup de plaisir. Vous avez représenté le Canada aux Nations Unies là, jusqu'à tout récemment. Dans quel état jugez-vous le système international aujourd'hui? Le monde est-il plus dangereux maintenant qu'au moment où vous êtes arrivé à l'ONU comme ambassadeur? Oui, je dirais que oui. Je pense que le monde est dans une situation très, très difficile, mais la chose la plus importante, c'est que la population mondiale est en difficulté dans beaucoup d'endroits, surtout les plus vulnérables. Et le grand difficulté maintenant, c'est que juste au moment où le monde a bien besoin de l'ONU, l'ONU perd la capacité nécessaire de faire son travail à cause des coupures venant de partout, surtout les États-Unis, mais pas seulement. Et ça pose un problème et un défi pour nous tous. As the Secretary General has pointed out, and he's absolutely right, UN is not a cafeteria. You don't walk in and say, I like this, but I don't like that. I like this peacekeeping mission, but I don't like that peacekeeping mission. I'll pay for this, but I won't pay for that. These are core values of citizenship. We don't pay our taxes and say, well, I don't want to pay for this because I don't agree with it. No, you pay your taxes. You pay your dues. And we have to create a culture in this organization where we recognize that paying up and paying in and contributing are actually core to what we do. And that's what allows us to make the reforms that will really matter. Yes, are there too many resolutions that go on and on? Yes. Is there too much duplication in the UN? Yes. Is there even waste in the UN? Yes. But we can't create the framework to actually make the changes unless we're all in, unless we're contributing at every step of the way. Le premier ministre Mark Carney a parlé de la fin de l'ordre mondial à Davos, mais en même temps, il a soutenu très, très rapidement au tout début les frappes israélo-américaines sur l'Iran. Alors, que doit-on comprendre de la position canadienne au Moyen-Orient et de son évolution aussi, et du rôle que devraient jouer les pays comme le Canada? Je crois que M. Carney a exprimé la préoccupation du Canada qui n'est pas unique à M. Carney, c'était la position de tous ses prédécesseurs, de la possibilité que l'Iran pourrait posséder une bombe nucléaire. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. On veut réduire le nombre de pays qui ont accès à cette situation. Alors, c'est pourquoi il a pris la position qu'il a prise. Mais je crois que jusqu'après ça, je crois que c'est devenu clair que le Canada n'est pas en faveur d'une attaque directe sur l'Iran et en même temps, on veut trouver des solutions plus pacifiques à la situation et c'est ça là, maintenant la position du Canada. Il y a aussi, bien évidemment, Gaza, l'invasion russe en Ukraine, la guerre au Soudan, Haïti. On assiste en ce moment à un nombre record de conflits armés depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous avez travaillé, Monsieur Ray, sur la crise des Rohingyas à titre d'envoyé spécial du Canada au Myanmar avant d'être ambassadeur. Alors, j'ai envie de vous demander, que nous enseigne cette tragédie et les autres, évidemment, que je viens d'énumérer sur la capacité du monde à prévenir les crimes de masse? Est-ce que les institutions internationales sont encore capables de protéger les droits de la personne? C'est clair que le travail du monde n'est pas suffisant maintenant. L'effort à la fois de l'ONU, de ses agences, ne répondent pas d'une façon adéquate au niveau du problème que nous avons. Nous avons plus de personnes déplacées. Nous avons des personnes qui sont déplacées sur tous les continents. Nous le voyons partout, en Amérique latine, dans la Caribéenne, en Afrique, en Asie, en Europe, avec la situation des Ukrainiens. Et le monde n'est pas égal au niveau de problèmes que nous voyons. Et c'est pourquoi nous avons tellement une tragédie humanitaire qui est en train d'avoir lieu dans beaucoup de domaines.
et la réponse mondiale n'est pas adéquate à la situation. Et dans ce contexte-là, quel sera, selon vous, le plus grand enjeu mondial des 10 prochaines années? C'est difficile, là, la question que je vous pose. On n'a pas de boule de cristal, mais si vous aviez à vous lancer, ce serait quel enjeu qui vous préoccupe et qui vous préoccupera pour les prochaines années? Ah ben, je viens de décrire un Oui, des grands problèmes, c'est le problème de déplacement. oui. Au moment que j'étais à l'ONU, à cause de mon expérience avec la population rohingya, qui est toujours un problème qui n'a pas du tout été résolu. On a une guerre civile à Myanmar qui continue de poser des problèmes énormes du point de vue humanitaire. Mais je crois que c'est un des défis les plus importants. Et lorsqu'on considère, par exemple, tous les événements en Europe avant la Deuxième Guerre mondiale, surtout sur la population juive, mais pas seulement les Juifs, mais surtout les Juifs, qui étaient déplacés par les Allemands, etc., ou les nazis, nous voyons une même situation où les forces, disons, nationalistes, racistes, qui insistent sur le déplacement au Moyen-Orient, partout, et pour moi, ça reste toujours un grand défi parce que, effectivement, le monde n'est pas prêt à accepter le nombre de réfugiés et des immigrants que nous devons accepter pour que nous pouvons résoudre le problème. C'est un portrait qu'on a brossé qui est assez sombre, vous en conviendrez. Qu'est-ce qui vous permet de garder espoir dans tout ça? Eh bien, pour moi, l'espoir, c'est un devoir. Je ne peux pas, comme quelqu'un qui essaye de convaincre des changements de politique, des positions plus ouvertes, plus sensibles à la situation mondiale. Je ne peux pas faire mon travail si je n'ai pas un niveau d'optimisme et de pourquoi l'effort est absolument nécessaire. Et si on se laisse devenir pas prête à répondre d'une façon positive, ben, je peux vous assurer que la situation va détériorer et c'est ce que nous voyons partout. Alors, il faut pas lâcher. Comme on dit au Québec, il faut rester toujours confiant que nous pouvons trouver des solutions. On vit dans un contexte en ce moment où il y a beaucoup de polarisation, de désinformation aussi. Selon vous, quel est le rôle des universités, des chercheurs et chercheuses, des centres de recherche, comme le Cérium d'ailleurs, dans notre compréhension du monde? Eh bien, dans ma vie maintenant, je fais mon travail avec beaucoup d'universités en Ontario, dans l'ouest du Canada, dans l'est du Canada et maintenant au Québec. Alors, pour moi, l'invitation venant du Cerium, ça m'a donné l'opportunité de regarder de plus près exactement ce que font les chercheurs et les experts au Québec. Le travail qu'ils font, c'est très important. Et nous avons besoin des gens qui sont prêts non seulement à étudier, mais aussi à essayer de changer la politique canadienne, d'offrir nos services nécessaires comme des gens qui cherchent toujours la vérité et qui veulent participer directement dans la politique mondiale à ce moment. Ce n'est pas des recherches scientifiques seulement, ce sont des recherches qui vont aider à trouver rapidement des solutions. Alors pour moi, ça dépend beaucoup de l'influence des universités, ça dépend de leur capacité de parler la vérité, de dire les choses qui sont vraies, d'insister sur les faits, d'insister sur les choses qu'il faut faire pour avancer et améliorer la condition humaine. Et c'est ça la responsabilité que nous avons tous, mais surtout cet esprit absolument primordial pour les universités. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Ray, au Cérium et au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre implication et pour cet entretien également. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de pouvoir vous joindre. Je suis vraiment très heureux d'avoir eu cette invitation. Je vais avoir l'opportunité d'encore d'améliorer mon français, au même temps que de continuer de travailler avec tout le monde
au Québec comme ailleurs dans le pays. Et je suis très heureux de pouvoir le faire. C'est un honneur. Merci beaucoup. Merci, hein? À bientôt.